What is up, family? We have another Patreon request. We got, I recognize him. I think I recognize him too. They did an interview together about UFOs, OVNI, IPAN, l'histoire secrète. All right, this is going to be hour 47. Okay. On va faire probably three parts. Et ça va être drôle parce qu'on a juste fini avec Astronaut Geek qui nous dit basically, c'est fini. I'm not doing this no more. This is my final video telling you guys all this is bullshit. If you don't believe it now, I give up. You can't be helped. But this is it. It's bullshit. Everything you see in the sky is not an alien. It's not an unidentified anything. It's just something you don't understand. And when you don't understand something, you immediately go, well, it must be a UFO. It must be a UFO. Hold on a second. Okay. It's like phone calls coming in at the worst time possible, just when the video begins. All right. Anyway, so Astronaut Geek just finished a video basically saying, listen, this is it. Everything about aliens is bullshit. They might be out there, but there's no way they could communicate with us. We're just too far apart. And now, or I think, because I'm pretty sure this guy here, you don't see that. C'est ça qui est remarquable. This guy here is a pretty big believer. So we're going to watch the opposite for about 30 minutes. Let's go. Avec le phénomène OVNI, c'est que en réalité, la messe est dite très clairement aux yeux de tout le monde, et y compris du président. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de EPAN, une série d'entretiens documentaires sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, plus communément appelés OVNI. Cet épisode, c'est celui que j'aurais aimé voir quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, car il m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Comme vous le savez déjà si vous suivez l'actualité du sujet, ou si vous avez vu les premiers épisodes de cette série, en juillet 2023 s'est tenue devant le Congrès américain une audience historique sur la thématique PAN, OVNI, et en novembre 2024, rebelote. Alors si beaucoup de choses ont été dites sous serment par 7 témoins différents, il en est une qui a retenu notre attention à tous. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. Has the government conducted secret UAP crash retrieval programs, yes or no? Yes. Were they designed to identify and reverse engineer alien craft, yes or no? Yes. Il existerait aux États-Unis un programme de récupération et de rétro-ingénierie de ces objets exotiques, et cela depuis au moins les années 30. Par conséquent, si l'on veut appréhender pleinement ce qui se passe aujourd'hui, il faut se pencher sur l'histoire du phénomène. But they have to show it. They have to show us. And they never have. C'est pourquoi avec cet épisode, j'ai voulu remettre les choses à plat, dans l'ordre, et vous raconter de la façon la plus ludique possible une période complexe mais incontournable de cette histoire. Car soyons honnêtes, autrement c'est très difficile de s'y retrouver. Pour vous, j'ai épluché des kilomètres de documents, d'articles, de vidéos. Ça m'a pris un temps fou, donc j'espère vraiment que ça vous sera utile. Si c'est le cas, je vous serai reconnaissant de me le faire savoir en laissant un petit commentaire, en mettant un like, en vous abonnant à la chaîne, en partageant la vidéo. Pour vous, c'est pas grand-chose et pour ce projet, c'est vrai que ça fait toute la différence. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la description de la vidéo des liens qui m'ont aidé à réaliser cet épisode. Vous le savez, cette série n'a pas pour objectif de s'opposer aux sceptiques ou de convaincre les plus curieux. Ce que je souhaite, c'est rapporter en France une histoire négligée, souvent méprisée, mal comprise. C'est de réunir, de trier, d'analyser les éléments crédibles à notre disposition, car il y en a énormément. Alors je vous propose qu'ensemble, on essaye de comprendre. I wish him and Astronaut Geek debated with his information and with Astro's are not. His information and this guy's information. And they can combine them together and just talk to each other and debate it. That'd be great. Comprendre en mettant de côté nos préjugés. That would be so good. Bonjour Alexandre Sheldon-Duplay. Bonjour Simon, Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. je vous en prie. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes historien naval. Vous avez travaillé au ministère de la Défense de 87 à 99. Vous êtes chercheur au service historique de la Défense, vous avez été chercheur au service historique de la Défense de 99 à 2020.
conférencier à l'École supérieure de guerre de 2001 à 2021. Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur les sous-marins et les porte-avions et la guerre froide. C'est d'ailleurs l'écriture d'un de ces ouvrages qui vous a fait tomber dans le chaudron de l'ufologie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Alors en fait, c'est un sujet qui m'intéressait parce que mon père, feu mon père, avait fait une observation, sans savoir de quoi il s'agissait, quand il était lui-même enfant. Et donc c'était en juillet 1947, le 4 juillet 1947, donc au moment des événements, des fameux événements de Roswell, mais à l'autre bout des États-Unis. Et il y a une vingtaine d'années, quand j'ai, avec un ancien attaché naval américain à Moscou, on a décidé d'écrire un livre qui était sur les perceptions croisées de la menace pendant la guerre froide. Et j'ai voulu faire un chapitre qui allait traiter la perception de ce phénomène par les marines américaines et soviétiques et comment est-ce qu'il y avait des risques de confusion ou pas et qu'est-ce qu'on pouvait trouver sur le sujet. Voilà. C'est comme ça que j'ai enquêté, je dirais, et que j'ai recherché sur ce sujet il y a une vingtaine d'années. Donc, j'ai lu notamment ce chapitre dans votre livre. Oui. Vous avez enquêté, vous avez également interviewé directement d'anciens officiers, notamment soviétiques, qui, eux, se sont confiés sur des observations qu'ils avaient faites en mer, notamment. Tout à fait. Non, du côté soviétique, ça a été très intéressant. J'ai trouvé, par chance, le responsable de la section anomalie de l'Académie des sciences. Et alors, il m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a donné en particulier la copie des instructions de la marine soviétique de 1978. Et il m'a expliqué comment la marine soviétique s'était intéressée au sujet. Alors, j'en ai rencontré d'autres de ces mêmes officiers. Le phénomène qui moi, m'a paru très intéressant à l'époque, c'était un phénomène sonore qu'ils entendaient lorsqu'ils franchissaient une passe qu'on appelle le Gyuk. Les sous-marins soviétiques étaient très très attentifs lorsqu'ils franchissaient cette passe, ils essayaient d'être le plus silencieux possible et ils entendaient très souvent un bruit qu'ils n'arrivaient pas à qualifier et ils se demandaient s'il s'agissait d'un moyen de guerre psychologique pour les États-Unis de leur signifier qu'ils avaient été détectés, ou s'il s'agissait d'un animal marin, par exemple d'un calamar géant, ou voilà. See, there's already too many if. You know, there's too much. There's too many ifs. And that's the problem. Enfin, et c'est là où ils introduisaient ces objets sous-marins non identifiés. Et donc, j'ai eu plusieurs témoignages sur ces sons qu'ils comparaient à des croissements de grenouilles. И создалось впечатление, что это движущийся объект. Смущала не только подвижность квакеров, но и их количество. За службу их столько было много, поэтому если бы сказать, что один квакер там, 1, 2, 3 там за поход, а квакеры практически каждые сутки по несколько штук обнаруживаются, наносятся, анализируются и по частоте, и по месту. Их столько много обнаружено за нашу службу. Alors, toujours dans les sous-mariniers, j'ai un sous-marinier qui avait commandé un sous-marin qui était exactement comme le Kursk, c'est-à-dire de la classe Oscar II, donc sur l'énorme OTAN. Et il m'a répondu un petit peu sous le sceau de la confidence, mais il m'a dit qu'il avait eu l'expérience directe d'un objet qui, plusieurs fois, se déplaçait autour de son sous-marin. Et donc, il ne l'a pas vu puisqu'il était en immersion, mais il le détectait avec les senseurs du sous-marin et qui se déplaçait à une vitesse qui était tout à fait impossible, une vitesse qui était de l'ordre de 200 nœuds, c'est-à-dire qu'on s'approche des 400 km/h, et qui se déplaçait autour de son sous-marin. Запад ищет советские подводные лодки повсюду, но военные специалисты растеряны. Обнаруженные субмарины иногда демонстрируют просто невероятные характеристики. C'est des choses qui semblent être corroborées aujourd'hui, notamment côté américain, cette fois avec Tim Gallaudet, qui s'intéresse, un ancien vice-amiral, qui s'intéresse activement à la question des objets sous-marins. C'est une question qui revient de plus en plus. Disons qu'il y a aujourd'hui, avec ce qui se passe aux États-Unis depuis 2017, une beaucoup plus grande, une parole libérée. Donc le Tim Gallaudet, qui a été l'océanographe en chef de la marine américaine, qui a été l'administrateur de l'administration océanique et atmosphérique
des États-Unis, est une personne éminente. Il a un background scientifique et il a décidé d'être militant sur cette question, c'est-à-dire d'encourager justement la recherche ouverte. Tim, you've said publicly that you think UFOs, UAPs are the story of the century. Now, I happen to agree with you, but why do you say that? Oh, absolutely. We're being visited by non-human intelligence with technology we really don't understand, and with intentions we don't understand at all either. And this is just one of those great big questions. Are we alone or not? And we're learning we're not. I don't understand why more people are not interested in this. I'm mystified the lack of intellectual curiosity. Bon, il ne rentre pas dans les détails parce que visiblement, évidemment, une partie est classifiée. Mais je dirais ça corrèle tout à fait ce que moi j'ai entendu de ces marins soviétiques. Je me souviens de 2 autres témoignages. Il y avait un témoignage qui concernait un objet manifestement sous-marin, mais qui devenait aérien, qui rompait la banquise et qui avait été, lui, vu par un sous-marin soviétique qui avait fait surface au pôle. Et donc, le sous-marin était à la surface, au pôle, et il a vu un objet qui a rompu la banquise et qui est parti. Например, о том, что неизвестные объекты обладают качествами не только подлодок, но и самолетов. Они вылетают из-под воды буквально под носом у противолодочных крейсеров и на сверхзвуковой скорости уносятся в небо. Moi, quand j'ai fait cette enquête, il y a une vingtaine d'années maintenant, il était très clair de la part de ses interlocuteurs que ce n'était pas américain, parce que les performances étaient tellement différentes qu'il n'y avait pas de doute dans les esprits. Ни у нас, ни у американцев каких-то подводных лодок, развивающих скорость 300 или, как пишут тут, более километров в час, у нас нет и не предвидится. Merci beaucoup, parce que je trouvais que c'était important de faire une parenthèse en début d'épisode sur ce chapitre de votre livre et sur la question des ovnis qui sont donc aussi sous-marins, donc pas forcément volants, hein, donc des phénomènes qui sont aussi observés sous les océans. J'essaie d'en parler dans chaque épisode, à chaque fois, parce que pour moi, c'est absolument indissociable en fait, du phénomène. Hein. Il s'agit vraisemblablement du même. Donc c'est important qu'on en parle ensemble. Désormais, j'aimerais qu'on se concentre vraiment sur la partie histoire. On va ensemble démarrer à la fin du 19e siècle sur l'histoire de l'ufologie et on ira jusqu'à la fin des années 60 avec la fermeture du projet Blue Book. Donc ça, c'est un petit peu le cadre dans lequel on va évoluer ensemble. Et juste avant de commencer, vous êtes historien. J'imagine qu'il y a une méthode de recherche quand on est historien que vous avez dû appliquer au sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, quelle est cette méthode? Et aussi, comment, avec un sujet pareil, on arrive à démêler le vrai du faux? Bien sûr. Le vrai du faux et je comprends pas. You know, there's also that. There's also, that must be that. That can't be that. And then there's, what the hell is that? Like, I don't even know what that is. You know? Alors bon, vous savez, la méthode de l'historien est une méthode balisée qu'on enseigne aux étudiants dès la maîtrise lorsqu'ils font leur premier mémoire de recherche. Et donc, vous avez d'une part ce que l'on appelle les sources primaires, hein, qui correspondent à des documents contemporains à l'événement, que ce soit les archives, bien sûr. Les archives, c'est, je dirais, la racine du travail de l'historien. Donc, bien sûr, il faut qu'il y ait des archives, il n'y en a pas toujours. Et parfois, il y a beaucoup d'archives. Il y a aussi les publications contemporaines de l'événement qui peuvent être considérées comme des sources primaires. Et puis, vous avez les sources secondaires qui sont, eux, les travaux d'explication, c'est-à-dire justement les autres travaux d'historiens sur une question, etc. Donc ça, voilà ce que vous allez tout de suite essayer de cerner, de baliser. Et puis, vous avez, pour des événements qui ne sont pas trop lointains dans le passé, justement la possibilité d'interroger des témoins ou de bénéficier de témoignages qui ont pu être enregistrés à partir du moment où il y a eu justement des enregistrements.
Donc tout ça fait partie de la matière, du terreau. Alors ensuite, il faut absolument avoir l'esprit critique. Il faut toujours critiquer les sources. Alors quand les documents d'archives proviennent d'un dépôt d'archives, ils sont présumés authentiques. Si les archives ne proviennent pas d'un dépôt d'archives officiel, là, on peut tout de suite se poser la question de l'authenticité. Et donc, effectivement, moi, j'ai voulu enquêter directement sur les archives OVNI. Donc, je suis allé aux États-Unis voir les fameux cartons Blue Book. Alors, au moment où j'ai fait ma première recherche, donc il y a une vingtaine d'années, ces documents n'étaient pas encore scannés ou disponibles comme normalement, en grande partie, ils devraient l'être aujourd'hui en ligne. Et ce qui m'a forcément frappé à l'époque, c'était l'énormité, la quantité d'archives. J'ai commandé l'année 54 parce que c'est un bon cru en France et j'ai dû recevoir 58 cartons. Ouais. 58 cartons. Ok. Donc j'ai aussi travaillé dans les archives suédoises sur l'affaire des fusées fantômes de 1946. On en parlera, ouais. Et c'était beaucoup plus ramassé, beaucoup plus précis. Et je dirais, je n'avais pas l'impression que ça avait été vraiment censuré. Voyez, à la différence des archives Blue Book, où là, j'observais qu'il y avait dans des cartons des chemises par observation par état, et j'observais qu'il y avait des chemises vides, mais qui étaient quand même marquées. C'est-à-dire que je... Les chemises is a folder. Wow. Tu vois, j'apprends des nouveaux trucs presque tous les jours avec le français. Une chemise, a shirt, is also a folder. Je présumais, puisque je n'avais pas d'autres informations, je présumais qu'il y avait eu une pièce dans cette chemise. Contenu quelque chose initialement. C'est ce que je présumais. Alors, je dis ça parce que dans les archives américaines, normalement, les choses sont faites de manière remarquable. C'est-à-dire que quand il manque une pièce, parce qu'un service gouvernemental n'a pas voulu qu'elle soit montrée au public, eh bien, il y a un fantôme. Il y a une feuille qui vous dit tel service à telle date a décidé de ne pas communiquer cette pièce. Si vous voulez la voir, justement, suivez la procédure du Freedom of Information, etc. Il est illégal de retirer un document sans le remplacer par ce dispositif. Normalement, c'est ce que je comprends. Donc, j'étais assez surpris de trouver ces chemises vides qui concernaient des observations dans des États et sans ces feuilles de remplacement, voyez, qui normalement que j'avais trouvées dans tous les autres dossiers que j'avais consultés. Je vous propose d'attaquer notre petite timeline chronologique. On fait souvent commencer l'ère moderne de l'ufologie, de la grande histoire des ovnis, au 24 juin 1947 avec l'observation de Kenneth Arnold. Mais en réalité, on peut remonter un petit peu plus tôt que ça, notamment à la fin du 19e siècle. On a quelque chose qui s'appelle donc qu'on a appelé les dirigeables fantômes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, s'il vous plaît ? Oui, alors effectivement, l'ufologie peut remonter au 19e siècle, même un peu avant ces dirigeables, ces dirigeables mystérieux. On les a appelés le Mystery Airship à l'époque. Ils les appellent Airship, donc dirigeables, parce qu'à l'époque, c'est l'apparition aussi de ces nouveaux véhicules. Exactement. Donc il faut bien les nommer d'une façon. Dirigeables, c'est les premiers objets qui vont vraiment pouvoir être conduits dans nos cieux, quoi. Mais ils ne présentent pas exactement les mêmes performances, quoi. C'est ça le souci. Alors, généralement, ils étaient observés la nuit. Ils étaient observés avec des faisceaux lumineux, donc vus avec des faisceaux lumineux. Mais ils étaient parfois aussi vus le jour et parfois leurs occupants étaient rencontrés. En tout cas, dans les rapports qui étaient publiés par la presse. C'est ce qui accréditait vraiment
l'idée qu'il s'agissait d'inventeurs qui développaient un nouveau projet d'une manière plus ou moins confidentielle pour protéger la technologie. Mais en réalité, on s'aperçoit que ce phénomène de Great Airship Mystery allait plus loin. Alors d'abord, dans la presse, il y avait aussi des spéculations que ces engins puissent être d'une origine... alors évidemment, à l'époque, on était plutôt axé sur l'explication martienne. Mais il y avait déjà cette spéculation qu'il puisse s'agir d'objets venus d'ailleurs. Et il y a évidemment ce fameux cas, le fameux crash d'Aurora, petite ville au Texas, où là, je dirais, les descriptions sont assez différentes. On sort du narratif qui était présent dans beaucoup de journaux. Et là, on a plusieurs choses d'abord. Là, on a la description de l'incident, puisque l'objet en question va percuter, dans mon souvenir, c'est un moulin à vent ou une girouette qui appartient au juge de la ville. Et l'objet va se cracher, va produire énormément de débris. Et dans la presse locale, on donne la description d'un petit être qui, pour le coup, n'est pas humain, et que localement, on va interpréter comme étant devant être martien. Et donc, parce que, petite précision sur cette histoire de martien, ça paraît risible presque aujourd'hui. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, donc fin du 19e siècle. On a un astronome américain qui s'appelle Percival Lowell et qui diffuse un petit peu cette théorie d'une intelligence qui vivrait sur Mars après avoir observé des prétendus canaux d'irrigation sur Mars. En fait, il interprète avec sa lunette des stries qu'il voit sur Mars comme étant des canaux. Et il a monté toute une histoire de martiens. En fait, c'est de l'apparition du mythe des martiens. Vous avez tout à fait raison. Et en fait, ça va être repris un peu par la littérature, ce que vous dites là, puisqu'on... All it takes is an idea and a rumor. That's all it takes to start something big. On va avoir l'ouvrage de H.G. Wells, La guerre des mondes, qui parle justement de martiens. Et donc, il y a déjà cette notion dans l'esprit des gens à l'époque. Et pour en revenir donc au crash d'Aurora, on aurait un petit être qui serait donc un martien récupéré après l'accident. Mais il y a aussi des débris qui sont récupérés. Voilà, alors c'est ça qui est intéressant, parce que ceux qui sont allés enquêter sur place en 1973, etc., sont allés avec des détecteurs de métaux, ont retrouvé des débris à l'époque, et en particulier des débris en aluminium. Et l'aluminium était tout à fait rarissime en 1897. Donc il y avait un puits dans lequel un certain nombre de débris avaient été jetés, qui avait été ensuite lui-même muré, le puits, parce que les personnes qui avaient bu de l'eau ensuite avaient développé des pathologies. Donc on avait un soupçon que peut-être que c'était lié à ces débris. Bonnie saved some of the metal that she is convinced caused her husband's illness. Aerospace engineer John Schuessler recovered a sample back in 1973. He found the metal melted and resolidified around the limestone at the crash site. The metal proved to be a kind of aluminum, and it was impossible to make aluminum this pure in 1897. It would still be difficult today. Et il y a eu, je dirais, tout un effort pour décrédibiliser le sujet, en expliquant que probablement la ville cherchait à attirer l'attention, que la ville, à l'époque, avait finalement été écartée d'un trajet de chemin de fer, et donc que peut-être qu'elle avait inventé cette histoire pour qu'on parle d'elle, etc. etc. Voilà. Mais là, quand on entend cette histoire, on a une manière qui apparaît plutôt simple d'essayer de la prouver. Si un petit être martien est enterré au cimetière local du... Oh, it's very, you know what you do? You unbury him and you say, look, proof. Du village, il suffit de déterrer et de trouver le corps. Exactement. Alors donc c'est exactement ce qu'ont voulu faire les gens à l'époque. Donc il y a eu une première... alors, on a retrouvé une pierre tombale. Il y avait une espèce de pierre tombale qui présentait un dessin... le dessin de l'objet, mal dessiné, mais... Il a quelle forme, cet objet? Bon, il avait une forme un peu... Let me guess. A big round head with big black eyes.
Un peu oblong, il avait un peu une forme de cigare. Donc on est déjà Oh, his head looked like a cigar? sur l'archétype. Oh, we had a cartoon like that. His name was Arnold, I think. That was Arnold. Yeah. He had a football head. On est un petit peu sur l'archétype. Ok. On n'est pas sur l'archétype de la soucoupe, on est plutôt sur l'archétype d'un cigare. Mais tout de suite, on se heurte à une interdiction de creuser des autorités municipales, parce qu'en fait, dans ce cimetière, il y a eu beaucoup d'enterrements qui ont été faits sans pierre tombale. Donc, ils ne veulent pas qu'on vienne déranger. Ouais. Faut pas déranger. Les morts en allant. Alors, you'll just have to believe us. There's a Martian there. Tu peux pas le toucher. Rechercher. Mais les premiers qui vont enquêter vont avec un détecteur de métal et vont trouver un point précis, qui d'ailleurs correspond au point qui avait été indiqué par un des témoins, un des fils de témoins qui se souvenait bien de l'endroit où ses parents lui avaient dit qu'était enterré l'être. Madame Mary Evans, qui avait environ 15 ans à l'époque, a raconté que sa mère et son père s'étaient rendus sur le site du crash et lui avaient dit que l'aéronef avait explosé et que le pilote avait été déchiqueté et tué dans l'accident. C'était un homme de petite taille, enterré plus tard dans la journée au cimetière local par les hommes de la ville. Ils ont bien trouvé l'endroit, mais on leur a refusé l'autorisation de creuser. Et plus tard, d'autres qui sont revenus, toujours avec les détecteurs de métaux, etc., n'ont plus trouvé de traces de détecteurs de métaux. Voilà. Et la pierre tombable avait aussi disparu. Et donc, à partir de ce moment-là, est venue l'histoire que les autorités étaient probablement intervenues pour retirer entre guillemets, la tombe en question. Ok. Donc voilà pour le crash d'Aurora, le crash d'Aurora, qui est pas loin d'être le premier récit de crash, en tout cas d'une ère à peu près moderne. D'une ère moderne. Voilà. Et qui est intéressant à cause des débris en aluminium et à cause d'un contexte où on peut dire qu'on n'est pas du tout encore dans le contexte, dirais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc on va maintenant passer au XXe siècle. On a parlé dans l'épisode précédent avec Alain Juillet du crash présumé de Magenta en 1933 en Italie. Donc ça c'est un événement qui est assez marquant, voilà, un premier tiers du XXe siècle. On a tout un tas d'observations encore avant ça. On a parlé de la théorie donc, des martiens diffusée par Percival Lowell, mais il faut aussi contextualiser cette époque-là puisqu'on a l'invention de l'aviation, en tout cas l'apparition de l'aviation au début du siècle. Et rapidement, on a aussi la popularisation de tout ce qui est science-fiction, littérature de science-fiction, que ce soit du roman, mais aussi des pulp magazines dans lesquels on va raconter tout un tas d'histoires de science-fiction, de fantastique, et on voit déjà apparaître des éléments qui figureront dans l'histoire à venir en fait des ovnis. Donc il y a quelque chose un petit peu de la poule ou l'œuf, qu'est-ce qui est arrivé avant l'autre, et je pense que c'est important quand même de contextualiser un petit peu tout ça. Parce que c'est un des arguments souvent employés par les sceptiques pour expliquer, vous voyez, tout était dans la littérature, c'est forcément qu'ils s'en sont inspirés pour raconter leurs histoires et que tout ça, c'est des projections, quoi, c'est une invention. En fait, on s'aperçoit que les observations existent depuis le début du XXe siècle. On peut remonter aux travaux d'un ufologue qui peut être considéré comme le premier ufologue, qui s'appelait Charles Fort, qui était un Américain qui a passé, je dirais, l'essentiel de son existence dans la bibliothèque municipale de New York, à consulter des revues scientifiques spécialisées. Il était à la recherche d'événements anormaux. En fait, ce qui l'intéressait, c'était tout ce qui était anormal. Et il a publié plusieurs ouvrages, dont un qui est le plus connu, The Book of the Damned, le livre des damnés un peu, qui est sorti en 1919 et dans lequel il y a des recensions que l'on peut considérer comme scientifiques dans la mesure où elles sont extraites de publications à caractère scientifique. On n'est pas du tout dans du sensationnalisme. Dans ces observations, il y avait des observations qu'on peut qualifier d'objets volants non identifiés ou même
d'objets aquatiques non identifiés, puisque il consignait, Charles Fort, des météores. Bon, les météores, des météores qui tombaient dans la mer, bon, ça peut se comprendre, mais il consignait également l'inverse, c'est-à-dire des objets qui sortaient de la mer. Des objets qui sortaient de la mer et qui avaient été observés par des bâtiments de la marine britannique. Et aussi... Okay, but where's the footage? See, this is the whole problem. And now, today, there's plenty of footage. We have cameras in every inch of the world. Hold on one second. Okay, so yeah, we have cameras in every inch of the world now. So today, it would be very easy to just go, oh yeah, we did see something come out of the ocean. You realize that, right? Like today, we see nothing. You almost never hear of nothing. But back in these days, when technology was way less, my God. I mean, the nerve of people calling me while I'm making videos. What's wrong with them? What's wrong with people? Anyway, yeah, it's just funny how today you don't see nothing, and back then everybody said they saw something, but it was like, well, we don't got no footage. And today, with plenty of footage available everywhere, all of a sudden you don't hear nothing. You don't hear like, hey, I saw something crazy yesterday. Oh, I saw something nuts. And everything that we have seen today, trust me, Astronaut Geek is like, let me explain to you why this is bullshit. And then he goes away, and then he does his thing. You know, he does his work. And we'll see what happens. See what happens now, because it would be my dream to have Astro sitting right next to this guy. Like, oh yeah, there was no footage of the objects come out of the ocean? No, nothing? Huh. Do you even have anything like a photo? It doesn't even have to be a video. Oh, because with a photo, I could probably explain to you why you thought that was a ship and it was nothing. You know, it would be interesting, wouldn't it? Anyway, let's go. Des roues lumineuses qui avaient été observées principalement dans la zone de l'océan Indien et du golfe arabo-persique. Je me souviens du cas d'un bateau, c'était le Vulture, je crois, et un bateau, une description de roues lumineuses qui passent sous le bateau. Le commandant Pringle du AMS Vulture a rapporté qu'à la latitude 26e 26N et longitude 53e 11 dans le golfe Persique, le 15 mai 1879, il avait observé des vagues lumineuses ou des pulsations dans l'eau se déplaçant à grande vitesse. Il juge que les faisceaux mesuraient environ 8 mètres de large avec des intervalles d'environ 30 mètres. La vitesse était d'environ 135 km/h. Et plus tard, on a eu des observations tout à fait analogues. Donc c'est très intéressant d'avoir ces observations consignées dans un contexte qui n'est pas du tout celui, à l'époque, encore de l'ufologie. On a par exemple une observation... It could just be a sea creature. You know, I've heard of octopuses and squids that are like 75 feet long, you know? So maybe it's just, and that's only what we know of. I don't think we've been able to yet find the deepest part of the ocean in the world and go all the way to the bottom. Have we been capable of doing that yet? Or no? It's not possible, right? So anyway, we don't know. I think there's places in the ocean we still do not know what the hell's down there. Why would you be shocked if there was some sort of enormous animal or, you know, anything in the fish category that could swim extremely fast? It's just that, you know, it's just easier, I think, to say, well, that's not normal. Holy crap, look at the size of that thing. Look how fast it's going. Must be a UFO. You know? It's the first thing we think of. Observation faite par la marine américaine depuis un bateau qui s'appelait le Supply en 1904, et qui est vraiment une observation qu'on peut qualifier un peu d'ufologique. À 6h10, 3 grands objets sont apparus dans le ciel, se déplaçant vers le nord-ouest. Le plus grand était de forme ovoïde, ou en forme de poire, avec une pointe nette et un bord irrégulier vers l'arrière. Ils étaient en formation en échelon lors de la première observation, en dessous des nuages, se déplaçant rapidement et montant jusqu'à directement au-dessus du navire. Alors, le cas de Magenta en 1933, il est
aujourd'hui that's what validé somebody entre saw. guillemets, par le témoignage, comme on le sait, de David Grush sous serment au C'est un merde, Congrès mais- le 26 juillet 2023. 1933 was the first recovery in Europe, in Magenta, Italy. They recovered a partially intact vehicle. Has the U.S. government become aware of actual evidence of extraterrestrial, otherwise unexplained forms of intelligence? And if so, when do you think this first occurred? I like to use the term non-human. I don't like to denote origin. Keeps the aperture open, both scientifically. Certainly, like I've discussed publicly previously, 1930s. Auparavant, il était connu des ufologues qui avaient lu le travail d'un ufologue italien qui avait commencé à travailler sur le sujet en 1996, qui avait publié un livre. Donc l'information était parue dans un livre, mais c'était un peu une niche, et beaucoup de gens en doutaient. Hein. Bon, là encore, ça pose la question des archives, parce que les documents d'archives qu'il a reproduits provenaient d'une source privée, voyez ça. Mais ils étaient très intéressants. Les analyses des papiers, des documents, etc. Correspondaient. Alors je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que dès le début du siècle, il y a quand même des observations dans le ciel. Il y a quand même le livre de Charles Fort, le Book of the Damned, paru en 1919. Donc tout ça avant la grande vague d'ufologie. Ouais. Alors, pour ce qui est de la Deuxième Guerre mondiale, je dirais que c'est des observations qui sont restreintes au milieu militaire, au départ. Vous parlez des Foo Fighters? Alors, je parle des Foo Fighters. There was a time, though, not long ago, when pilots who saw UFOs did talk to anyone who would listen. They were the fighter pilots and gunners of World War II, and they saw a lot of very strange things up there. Les Foo Fighters sont généralement des boules lumineuses qui sont vues, observées depuis les bombardiers américains et britanniques, qui bombardent l'Allemagne d'une part et qui bombardent le Japon d'autre part. Donc partout autour de la planète, c'est pas uniquement cantonné à l'Europe. À la fois sur le théâtre pacifique. Et c'est interprété à l'époque comme probablement une arme de l'ennemi. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Il n'y a pas a priori de cas d'avions abattus par cette arme. Mais c'est considéré comme une arme ennemie. We would turn into it, and it would turn with us. And we'd turn away from it, and it would still turn with us. And I put my gun sights on, trying to get on it. But I never could. We flew the British Mosquito, which was capable of 450 knots. And we opened it up a number of times and tried to close with it, and we never came anywhere close to it. Et il va y avoir aussi des observations de soucoupes dont on n'aura pas vraiment connaissance, mais qui vont être rapportés par certains pilotes, et il va y avoir quelques films qui sont pris par les caméras Canon de ces soucoupes. I remember I can see something hard to say, 15, maybe 20, 25 feet diameter, like a disc went under us and disappeared. And another thing I see, I look all my instruments, they were all getting crazy. Et les Foo Fighters qui sont observés, donc, ils sont rapportés par les militaires américains en vol, mais est-ce qu'ils sont également rapportés par les militaires allemands? Oui, tout à fait. Et alors en fait, c'est là où les Alliés se rendent compte que, justement, il y a autre chose. Ok. Et donc vous parliez de la bataille de Los Angeles, le raid de Los Angeles. C'est des Foo Fighters aussi qui sont observés? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La bataille de Los Angeles, c'est soudain au-dessus de Los Angeles en pleine nuit. En 1942. Vous avez alerte aérienne, c'est-à-dire on pense qu'il y a des avions. Alors on ne les entend pas, mais on les voit. Mais ce qu'on voit en fait, ce sont des disques lumineux. On voit des disques lumineux dans le ciel de Los Angeles. On est persuadé que c'est l'ennemi. Et donc, la DCA, la défense contre avions, à la fois de la marine et à la fois de l'armée, vont tirer pendant 4 heures. The anti-aircraft guns began barking during a blackout ordered by the 4th Interceptor Command at 2:25 a.m. The unidentified object, which some sources thought might be a blimp, moved slowly down the Pacific coast from Santa Monica and disappeared south of Long Beach. Et donc, il va y avoir quelques victimes au sol. Probably shooting at a part of a planet.
that hit our atmosphere, or a busted up star or something, you know? Qui sont évidemment It could be so many different things. qui ont été tués par les projectiles qui retombent. Donc des victimes américaines, non? Oui, des victimes américaines. Il va y avoir des photos publiées, en particulier dans la une des principaux journaux. On va avoir une photo assez extraordinaire qui montre un disque lumineux dans le ciel vers lequel convergent les lumières des projecteurs de la défense antiaérienne. Et on a la description du journaliste qui dit, écoutez, on a l'impression que les projectiles explosent contre cet avion sans obtenir de résultat. Voilà. Parce que on est en 1942, l'ennemi donc c'est l'Allemagne ou le Japon. Il y a a priori aucune chance avec les moyens de l'époque qu'il y ait un aéronef avec une autonomie suffisante pour arriver jusqu'aux côtes californiennes. En réalité, je vais vous contredire. Sauf si elle décolle d'un porte-avions. Voilà, alors je vais vous contredire parce que 2 jours avant cet événement, ce qui sans doute explique aussi la perception, vous avez un sous-marin japonais, il a fait surface et il a bombardé les dépôts de pétrole au sud de Los Angeles. Et on sait que les sous-marins japonais, enfin les plus grands d'entre eux, emportent des hydravions. Donc on aurait pu imaginer qu'il s'agisse d'un hydravion qui vienne d'un des très grands sous-marins japonais, ou l'explication qui est explorée à l'époque, enfin, ce serait celle d'avions qui auraient pu être mis en œuvre par des Allemands qui auraient pu se trouver au Mexique. Alors le Mexique, traditionnellement, n'est pas très pro-américain, depuis que les États-Unis ont amputé une partie de son territoire entre 1846 et 48 dans la guerre avec le Mexique. Et donc, on pense à des agents allemands. Et d'ailleurs, cette affaire de Los Angeles va donner lieu à un accord entre les États-Unis et le Mexique pour l'installation de stations radars américaines au Mexique pour éviter que ça se reproduise. Alors moi, je suis allé justement dans les archives pour essayer de regarder qu'est-ce qu'on trouvait comme rapport. Alors, il y a des rapports déclassifiés qui présentent, je dirais, l'ambiguïté de la situation. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a certains des avions qui sont immobiles, ce qui est quand même un peu bizarre pour des avions, vous voyez, et d'autres qui avancent très vite. Donc il y a quand même un problème avec l'observation. Ouais. Dans des documents controversés, mais ils ne savent pas si c'est des avions. Parce qu'ils ne proviennent pas directement d'un dépôt d'archives. Les fameux documents Majestic, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui sont très importants à mon avis aujourd'hui à prendre en compte après la déclaration de David Grush au Congrès le 26 juillet 2023, parce qu'il a validé, si vous voulez, le fait qu'il y ait eu un grand nombre de crashs. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. On a d'une part des indications sur la récupération de 2 objets à l'occasion du raid de Los Angeles. L'un par la marine et l'autre par l'armée. Et on a, je dirais, un document qui, lui, sort des archives, donc qui, lui, est, entre guillemets, incontestable. Mais c'est un document qui mentionne la frustration du FBI à ne pas avoir eu accès au disque, je dis bien le disque, récupéré par l'armée. Donc ce document-là, il est officiel. Lui, et celui-là, il est présent dans les sort archives. d'un dépôt d'archives. Le souci des documents Majestic, aussi spectaculaire soit-il, c'est qu'ils n'émanent pas d'un dépôt d'archives. Que voilà. C'est des documents qui ont été, dans les années 80, communiqués par une source, des sources anonymes. Oui, mais il y a 7 sources. Ouais. Ça représente à peu près 3500 pages, ces documents. Et vous avez 7 sources différentes de ces documents. Il y a eu tout un travail sur Majestic 12 par 2 ufologues. L'un qui vient juste de mourir, qui s'appelle Robert Wood et qui était un ingénieur aéronautique. Toute sa carrière chez McDonnell Douglas. Il a étudié officiellement pour McDonnell Douglas les ovnis. Donc c'est quelqu'un qui a tout un background que je vois comme très sérieux par son implication professionnelle. Et puis son fils.
Et ils ont consacré, je dirais, une vingtaine, une trentaine d'années, non plus, à essayer de comprendre ces documents et en particulier de les examiner un par un. C'est-à-dire qu'ils doivent être examinés un par un. Ouais, ils sont présents sur Internet et il y a même un genre de jauge de fiabilité, d'authenticité des différents documents qui obéit donc à des règles très précises qui sont celles de l'authentification de documents, quoi. En fait, c'est important de parler de ces documents parce que c'est une mine d'or d'informations s'ils sont vrais. Mais s'ils sont vrais. Il est possible qu'une partie seulement soit vraie, qu'ils soient tous faux. Il y en a certains qui apparemment ont vraiment battu tous les tests et donc sont vrais. La question, c'est de savoir quelle est l'intention derrière. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui, au moment de mourir, donc ça a été... Il y a une des sources qui a été identifiée, qu'on présume avoir identifiée, et qui effectivement est morte peu de temps après les premiers envois. Donc voilà, cette source-là... On peut imaginer qu'il a voulu communiquer avant de mourir. You would think so. Ce qui est très intéressant, c'est que ces documents apparaissent donc entre 1984 et 1999, si je ne dis pas de bêtises, à une période qui est un peu un creux dans l'ufologie. On n'en parle plus autant, entre autres, parce que justement, l'US Air Force a dit il n'y a plus rien à voir, etc. etc. Et donc, ces documents, effectivement, sont tellement énormes pour certains d'entre eux qu'ils vont tout de suite être discrédités en s'appuyant sur ceux qui ne sont pas crédibles ou qui sont vraiment très douteux dans la série. On présume que certains documents, j'insiste, que certains documents auraient été, faux documents auraient été volontairement intégrés ou en tout cas faussement fuités pour décrédibiliser le reste des documents. I have to cough again. Ooh, it's nice to have a pause button. Si vous voulez, le jeu, donc ce thème, on les appelle les ovnis, nous, parce que c'est bien familier, mais ce thème est profondément lié à la désinformation et à la problématique de l'information du public et de la désinformation du public. Et donc, on peut avoir plusieurs interprétations. On peut considérer qu'il s'agit d'un moyen d'informer tout en désinformant, c'est-à-dire de lancer un ballon d'essai et de préparer les consciences à l'étape suivante. On en parlait dans l'épisode précédent avec Alain Juillet, donc le principe de soft disclosure. C'est ça. Donc voilà, une divulgation douce pour préparer psychologiquement, pas trop brutalement, une population à un changement de paradigme. Parce que si on parle effectivement d'une intelligence qui ne serait pas humaine et qui serait à l'origine de ces objets, on suppose, évidemment le changement le bouleversement de paradigme est énorme. Est énorme. Alors, je dirais, ces documents, alors ce qui est très intéressant dans ces documents, c'est qu'ils sont donc très riches, 3500 pages. Je vous ai dit qu'il y en a certains qui paraissent tout à fait authentifiés, en particulier probablement celui qui est le plus révolutionnaire, puisqu'il s'agit d'un manuel de 1954 sur la récupération de ces objets, avec le mode d'emploi, comment les emballer, comment les transporter, quelles désinformations générer pour les médias locaux, etc. Déclaration trompeuse. Il peut devenir nécessaire d'avoir à publier de fausses déclarations pour préserver la sécurité du site. Les météores, satellites tombés, ballons météorologiques et avions militaires sont tous des alternatives acceptables. Et ce document a été authentifié en particulier donc par Bob Wood et Ryan Wood, qui ont réussi à retrouver le typiste, l'homme qui a l'imprimerie nationale américaine, le Government Printing Office. Ils sont allés retrouver la personne qui travaillait déjà en 1954 et qui a reconnu une lettre, la lettre Z, qui était toujours un peu décalée. Et il a validé aussi toutes les abréviations qui étaient utilisées dans ce document. Donc ce document a vraiment battu tous les tests. Alors d'abord, il faut le dire, au tout début, une enquête a été ouverte par le FBI pour fuite de documents. Et le FBI s'est retourné vers toutes les institutions, etc. Mais vu la nature des documents, les institutions se sont empressées de dire « Oh non, bien sûr que non ». Et du coup, le FBI a dit « Voilà, il s'agit de faux ». Et donc, c'est devenu un peu la norme de dire qu'il s'agit de faux.
Ben voilà, on va arrêter là. Perfect. Yes, of course. If you don't have proof, we consider it fake. If you don't want to show us, then we consider it fake. I mean, it's a lot of that going on, you know? It's usually how it works in life. I mean, it's really simple. This is why so many people have a problem with religion. It's a basic, it's very basique, as you guys would say. It's, eh ben, s'il est vrai, montre-moi. Ah ben non, on peut pas te montrer. You have to just believe in your head. Non, c'est pas la même chose. You are ready to die of seriousness that le bon Dieu, absolutely it exists. Absolutely, there's a God and there's a Satan. Well, it's the same theory as this. Like, okay, well, show me either one. Show me God and show me the Satan. Show me the devil. So at least, no, don't show me a human being and say, oh, you see, that's the devil. You could see the devil's in that human. You could see God is in this woman or is in this man. No. Show me the real thing. Show me the Spirit, the Lord. Show me. And others say, well, I don't need to be shown because he's in me. He's within me. I believe what's in me and it's God. And that's nothing wrong with that. But you could see the problem. Like, hey, I believe in Martians. I believe in aliens. Okay, I don't. So we have a problem. We have an argument now. You do believe and I don't believe. Okay, well, there's only one way to settle the argument. Show me. Just show me. Just show me. No videos, no cameras. Show me in person. Bring out an alien on a platter for the world to see in public, outside. Have big red velvet ropes everywhere. I said, nope, people, you have to stay behind the rope, but I'm going to show you something unbelievable. Look at this. That's hard, concrete evidence. And that's the problem with whether you believe or don't believe in anything. I was just using religion as a perfect example, but in anything else you could believe of something where someone else says, no, that's bullshit. You say, okay, well, you're telling me that scissors don't exist. There's nothing in the planet that cuts paper. Well, guess what? Let me show you something. I take a piece of paper, I cut it. Look, these are scissors. They look amazing, don't they? That's it. Case closed. Oh, shit. That guy's right. A scissor does exist. He just showed me scissors, and he showed me how to cut paper with it. That's it. Case closed. He's right, I'm wrong. So that is même chose avec ça. Même chose. And AstroNoGeek, he made it. I know I have to keep bringing him up. He made some good points. Why in the world, if technology was available to the whole planet, not a single solitary country wants to share any info about it at all? Yes, humans are greedy. I will keep the technology to myself. I won't tell Russia that I got a spacecraft in the 1940s, and I've been examining it now for a long time, almost 100 years. But no, don't tell nobody. There's no other planets out there that have life form. Tell nobody. I don't know. I kind of think it would be amazing and that people would want to know and people would want to tell you. Holy shit, guys, you're not going to believe this. We confirmed there is life on a planet, but don't worry, don't get excited. There's no way we could go to that planet. It's just too far away. It's impossible to make it there. And that's it. But here's the proof. I don't know how you're going to, but here's the proof. No, there's no proof because it has to come. You got to shake its hand. You got to say, hello, see? You see? An alien. Voila. Proof. But until even then, right? If we had like, hey, we got a signal and we got a sound that came back, it pinged from a planet that's 400 million light years away that we never imagined. We never got any kind of ping back from that planet.
in over 300 centuries now. But today we got something back. Even then, you're going to have people say, oh, wait, you heard some sounds, huh? So you're saying there's life. Okay, but can you prove it to me? I don't know. You got to prove it to me. And still, it would be impossible to prove it. Anyway, it's a very touchy subject. Part 1 completed. And we will get back to this. And then to each their own. Whatever you think, there's no wrong answer. Take care. Peace out. À la prochaine.